4S Mag. Fidèles téléspectateurs de Djeliba TV News et Djeliba FM, bonsoir et bienvenue sur le plateau de 4S Mag. 4S Mag, votre émission de santé, sécurité et sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème un peu spécial, l'éclairage artificiel au poste de travail. Pour les échanges et discussions, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau notre expert maison, Dr Moussa Dabo. Dr Dabo, il est médecin du travail. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Fascoé. Bienvenue sur le plateau de 4S Mag. Merci beaucoup. Ça faisait un temps, là. Ça faisait un temps, ça faisait un bon moment. Ça va, et à Tombouctou, comment ça se passe? Tout va bien à Tombouctou. Tombouctou, la ville mystérieuse, la cité des 333 saints. Tout à fait. Ça va? Ça va, tout se passe bien. C'est une ville chaleureuse dans laquelle j'ai eu un accueil assez spécial des populations. Et voilà, je ne regrette pas d'être allé à Tombouctou. Ah ben c'est très bien alors. En tout cas, profitez et je vous souhaite un bon séjour. Merci beaucoup. Merci. Et docteur, pour rentrer dans les échanges, l'éclairage artificiel au poste de travail, qu'est-ce qui veut dire un éclairage artificiel? D'abord, donc je te remercie, je te tutoie pour l'invitation encore réitérée pour la confiance. Cette thématique, c'est une thématique qui est très importante, l'éclairage artificiel au niveau du poste de travail. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'hygiène du travail. Et l'éclairage, c'est ce qu'on appelle l'ambiance lumineuse. Donc pour la définition, l'éclairage artificiel, c'est tout simplement une source lumineuse qui est produite par l'être humain et qui permet, comme on le dit dans le thème, d'améliorer les conditions de travail au travers de la vue et pour que le travail ait une meilleure vision et que cela n'impacte pas sa santé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la lumière, on pense que c'est quelque chose de banal, mais c'est un stimulus qui a un impact sur la santé, non seulement de l'humain, mais de l'environnement et des plantes et des autres êtres vivants de la nature. Donc, en résumé, l'éclairage artificiel, c'est toute source lumineuse qui est produite par une ampoule ou par un objet qui a été conçu par l'être humain dans le but d'améliorer ses conditions de travail. Merci, docteur Dabo. Et quand on parle d'artificiel, forcément, il y a naturel. Absolument. En ce moment, quelle est la différence entre l'éclairage naturel et artificiel? D'accord. Et comme ça, pour moi, en tant que profane, un éclairage, c'est un éclairage. L'essentiel, c'est de voir. Effectivement. Donc, effectivement. Il y a toute une histoire derrière ça, parce que, comme vous l'avez dit, il existe, contrairement à l'éclairage artificiel, qui est même un éclairage qui a été mimé par l'être humain en se fondant sur la nature. La nature, l'éclairage naturel, c'est d'abord l'éclairage qui vient du soleil. Dans une moindre mesure, la lune, mais l'éclairage de la lune ne permet pas à l'homme d'exercer certaines activités qui rentrent dans des trucs assez fins. Mais le soleil, par exemple, permet de faire toutes sortes d'activités. Donc l'éclairage naturel, c'est l'éclairage qui est produit par le soleil. Mais l'éclairage artificiel, c'est celui, comme je l'ai dit, qui provient d'une source lumineuse qui a été conçue par l'homme. Au début, c'était les bougies. À un moment donné, ça a été les lampes à pétrole. Et jusqu'à arriver aujourd'hui où on a les ampoules électriques. Avant, c'était les ampoules à filaments. Et maintenant, on a les ampoules qu'on appelle LED. Mais de plus en plus, on va parler de ce qu'on appelle l'éclairage circadien. Vous entendrez ce terme-là, parce que ça, on va rentrer dans le sujet, parce que je vois que c'est une thématique aussi qui va être abordée dans ce thème-là. Mais non, c'est-à-dire que l'éclairage naturel, c'est celui qui est produit par le soleil. Et l'éclairage artificiel, c'est toute source lumineuse qui a été conçue par l'homme. Ampoule, bougie, lampe à pétrole, etc. C'est intéressant, docteur. Tout à fait. Et l'éclairage artificiel peut-il nuire à notre santé? Vous venez de toucher à ça. Est-ce qu'il y a un impact sur la santé? Absolument. L'éclairage a un impact sur la santé humaine parce que l'être humain a ce qu'on appelle un cycle circadien. Le cycle circadien, c'est un cycle qui existe depuis la nuit des temps, depuis la création, qui fait que les êtres humains, les animaux, à un certain moment donné, sont réveillés et à une partie de la nuit s'endorment. Et ce rythme-là est jugulé par le soleil. Vous voyez que généralement le jour, on se lève, on va faire nos occupations, on va prier, on va travailler. Et la nuit, tout à coup, la ville se met à s'endormir, tout le monde dort. C'est parce que quand le soleil sort,
il réduit la production de ce qu'on appelle la mélatonine. C'est une hormone qui est produite par une glande qui est au niveau du cerveau qu'on appelle la glande pinéale. L'hormone du sommeil, c'est ça? L'hormone du sommeil, la mélatonine. Et cette mélatonine, elle, la production est bloquée par l'apparition de la lumière. Et quand le soleil se couche, elle se commence à être produite par la glande pinéale, qui fait que la nuit, on a tendance à s'endormir. Et donc, quelqu'un qui a une exposition assez prolongée sur la lumière pendant la nuit, ou de façon excessive même pendant la journée, qui ne répond pas aux normes, va ne pas produire correctement la mélatonine la nuit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des perturbations de son cycle du sommeil. Vous comprenez un peu? Parfaitement. Et ceci étant, lorsque le sommeil est perturbé, on sait que ce soit par rapport à la lumière, mais même ceux qui travaillent la nuit, généralement... Exactement, j'allais toucher à ça. Ont généralement des perturbations parce qu'ils ne s'endorment pas pendant la période qui est idoine pour dormir. Donc, ça a des répercussions. Donc, ils ont une perturbation de mélatonine. Hein, perturbation de mélatonine. Ouais. Et ce qui va faire que c'est des gens qui vont avoir des problèmes de rythme cardiaque qui est assez élevé. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont des troubles cardiovasculaires plus fréquents que chez les autres humains qui dorment correctement. C'est des gens qui vont faire beaucoup plus d'hypertension que les autres, que la moyenne des gens. C'est des gens qui vont être, comment on appelle ça, sujets à des maladies métaboliques telles que le diabète. C'est des malades, c'est des individus qui ont plus de risques de faire des cancers que les autres personnes. Et pire, c'est des individus qui peuvent avoir même des troubles de la fertilité. Vous savez que la lumière perturbe la production de certaines hormones qui troublent la fertilité, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Mais la lumière également a des perturbations sur la vue. Quelqu'un qui travaille sur une lumière qui n'est pas bien régulée, qui ne répond pas aux normes, va avoir des picotements, des maux de tête, des migraines, bien entendu. Et j'ai parlé des troubles de rythme cardiaque, bien entendu. J'ai parlé du diabète et ainsi de suite. Il y a énormément de pathologies qui sont liées à ça. Et même l'humeur, parce qu'on parle de la mélatonine qui régule le sommeil, mais cette même hormone régule l'humeur et la concentration et la vigilance. Ce qui fait que quelqu'un qui a un trouble du sommeil pendant la nuit et qui a une production basse de mélatonine va être moins vigilant, va avoir une mauvaise humeur, une irritabilité, une nervosité, et ça augmente le risque des accidents de travail également. Mais qu'est-ce qui va se passer si la personne qui travaille... C'est très bon. De la portée? Oui. Joe, tu vas nous tuer, hein? Non, c'est pas un coup d'état. J'ai eu peur. Je pensais que ça commençait. D'accord, maintenant on commence où? Oui, non, juste la question là. La question que tu es sûr pour le poser, tu as ta capacité là. Il a demandé si... Ok, mais j'espère que la partie chaussure là, c'était pas sorti dans les autres. Tout est bon. Ah, donc il a enlevé seulement, tu as stoppé. Oui, oui. D'accord, ok. D'accord. Mais qu'est-ce que je voulais poser? Ah bon, on était... J'ai dit oui, les gens qui ont l'habitude de travailler la journée, c'est-à-dire qui reviennent à un cycle de... Ok, docteur, ceux qui ont l'habitude de travailler dans la journée, mais qu'on le remet dans une rotation nocturne, est-ce qu'ils vont retrouver leur mélatonine, leur cycle normal? Le cycle de Comprenez sommeil. un peu leur cycle de sommeil. Le cycle de sommeil éveil. Éveil, Oui. exactement. Effectivement, d'ailleurs, vous êtes quelqu'un qui a longtemps travaillé, sinon peut-être vous continuez à travailler dans les ressources humaines. Vous savez que la planification du travail des employés doit répondre à une certaine norme. Lorsqu'on planifie le travail, on doit le faire avec des professionnels. Le responsable des ressources humaines, l'hygiéniste du travail éventuellement, s'il y a un médecin de travail, pour essayer de mettre en place un cycle de tournage des travailleurs pour que ça réponde à la chronobiologie de l'être humain. L'homme a une chronobiologie. Certes, il y a des situations qui font qu'on est amené à travailler la nuit. L'idéal, ce n'est pas de travailler la nuit. Mais comme il y a une continuité dans les travaux, il y a certains qui vont travailler la nuit et d'autres le jour. Il y a une façon de créer un rythme de travail qui va faire que ça aura moins d'impact sur les gens. Un individu qui travaille le jour, qui produit correctement sa mélatonine pour la nuit et la sérotonine le jour, et lorsque vous lui faites changer de poste de travail ou d'horaire de travail, va connaître ces perturbations-là. Et au bout d'un moment, quand il est exposé à cette perturbation de la production de mélatonine liée à son travail de nuit, quand il va revenir au travail de jour, il aura besoin d'un temps d'adaptation. Mais ce cycle-là doit être au moins établi avec des professionnels qui vont faire que
il y aura moins de cassures entre ce cycle éveil-sommeil. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'ils soient exposés à un travail de nuit pendant longtemps. C'est pourquoi il faut faire une rotation. Si vous faites travailler des gens, par exemple, pendant 2-3 jours la nuit, il faudrait que d'autres prennent le relais dans le même groupe. Mais si vous exposez un seul groupe de personnes à travailler la nuit et un autre groupe de travail le matin, vous voyez que vous exposez d'autres à des perturbations et d'autres non. Donc, pour cela, il faudra avoir une organisation, un planning qui fait qu'il y aura une rotation qui fait que même le cycle de la production de mélatonine ne soit pas assez perturbé sur un individu. Parce que l'être humain, c'est un individu qui s'adapte. Certes, s'il travaille la nuit pendant un certain temps, et au bout de 2, 3, 4 jours, il va reprendre son cycle normal. Mais s'il est exposé à ce travail de nuit pendant des années, sans qu'il n'ait de rotation dans l'entreprise, évidemment que c'est un sujet qui va le plus développer des maladies dont on a parlé là. Donc si je comprends bien, les médecins du travail, les RH, les hygiénistes, ils doivent être impliqués dans l'organisation des rotations des employés, pas seulement les chefs d'équipe, les comptes-maîtres, les surintendants. Absolument. Parce que c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Absolument. Ouais. L'hygiéniste du travail, le médecin du travail, le psychologue du travail font partie de l'entité qui doit organiser le travail. Le responsable des ressources humaines, c'est un conseiller de l'employeur. Mais ces derniers aussi sont des conseillers de l'employeur. Donc, ils doivent avoir des comités d'hygiène et de sécurité dans nos entreprises. Ça existe normalement dans le Code du travail. Et c'est à partir de ça qu'on planifie. Chacun dans son domaine va apporter sa connaissance pour ne pas que le travail soit un facteur de détérioration de la santé des travailleurs. C'est bien de travailler, d'avoir un salaire. Il ne faudrait pas qu'à la fin du travail, tu sortes avec des maladies qui sont imputables au travail. Donc tous ces professionnels-là doivent être impliqués dans la planification des rotations au sein de l'entreprise. Docteur, vous parlez d'hygiénistes du travail. Vous ne pensez pas que ça, c'est des termes nouveaux pour nous au Mali, ici, en Afrique? Hygiéniste du travail, médecin du travail, d'accord. Ça, on commence à les connaître. Effectivement. Hygiéniste, psychologue du travail. Même là, jusque-là, ça va. Ça commence à se développer. Mais attention, hygiéniste, docteur, c'est pas trop? C'est pas trop parce que l'environnement de travail répond à un certain nombre de nuisances. Ouais. Il y a des nuisances qui sont connues de tout le monde. Le bruit, la lumière. Mais sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la lumière est une nuisance. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le bruit est une nuisance. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la poussière dans un environnement de travail est une nuisance, puisque ça peut impacter la santé des travailleurs. Donc, de plus en plus, vous allez entendre ces termes-là, parce qu'aujourd'hui, chez le commun des mortels au Mali, on ne connaît pas trop cette terminologie-là, mais des grosses entreprises qui sont déjà sur place, par exemple dans des mines, des grosses boîtes, des multinationales, ont ces travailleurs-là. Et vous allez voir que ces entreprises-là ont beaucoup plus de rentabilité, de productivité que les autres, parce qu'ils prennent en compte tous ces détails-là. Et c'est des normes qui sont dans le Code du travail, généralement. Comme je t'ai dit, la lumière, aujourd'hui, est responsable de beaucoup de maladies cardiovasculaires, même chez nous à la maison. À la maison, pas seulement au niveau du travail, mais même à la maison. Parce qu'il se trouve qu'il y a des individus qui dorment sous la lumière. Donc, il va sans dire que le trouble de la production de mélatonine dont j'ai dit chez le travail est perturbé. Donc, le plus souvent, c'est des gens qui font beaucoup de sommeil paradoxal. Donc, qui font que c'est des gens qui vont avoir des problèmes de troubles de rythme cardiaque et souvent, on ne connaît pas la cause. Donc, souvent, c'est lié à ces nuisances-là. Donc, l'hygiéniste du travail, le psychologue du travail, le médecin du travail et tant bien d'autres personnes doivent être recrutés dans les entreprises pour pouvoir être productifs dans l'entreprise. Mais docteur Dabo, tous ces postes, ces trois postes, ou bien ces trois spécialistes que vous venez de citer, est-ce que le médecin ou le responsable santé sécurité ne peut pas jouer tous ces rôles en même temps? Hygiéniste, psychologue, médecin du travail. Le responsable santé et sécurité au travail, c'est un terme vague. Oui, un médecin du travail. Santé et sécurité au travail, c'est toute une discipline. C'est-à-dire que vous avez l'hygiéniste du travail, vous avez peut-être des terminologies dans certaines, mais on parle de safety. Mais la sécurité, la santé, le médecin du travail, il a des notions transversales sur l'hygiène du travail, sur la santé au travail, sur la psychologie au travail. Mais il y a des gens qui sont encore plus spécialisés dans ce domaine-là. Donc moi, je suis médecin du travail. Certes, j'ai quelques notions sur la psychologie du travail. Mais quand il y aura un problème de santé mentale au sein de l'entreprise, où il y a un cas de suicide par exemple, un cas de dépression, un cas de burn-out, les études doivent être menées et les actions
par l'entremise d'un psychologue du travail qui est un professionnel du domaine. C'est-à-dire quoi? Je suis médecin, je peux soigner beaucoup de choses, le paludisme et autres. Je peux me débrouiller dans la prise en charge de certains problèmes de gynécologie, d'urologie. Mais quand ça atteint un certain niveau, c'est mieux de faire appel, par exemple, à un gynécologue, à un urologue, à un pédiatre. Oui, c'est un peu comme ça. Le médecin du travail, il est transversal. Il est spécialisé dans le domaine de la médecine du travail. Il a une vue sur la santé, la sécurité, l'hygiène, la psychologie du travail. Mais c'est des disciplines à part aussi où il faut des professionnels du travail. Et dans les entreprises qui se respectent, on associe ces gens de travail-là, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Merci, Dr Dabo. Parlons maintenant de la pollution lumineuse. Est-ce qu'il y a des conséquences? D'abord, la pollution lumineuse, c'est quoi? Le problème de la pollution lumineuse, c'est que c'est lorsque la lumière est présente de façon excessive, gênante pour l'environnement, pour l'humain et pour la faune et la flore. Ça veut dire quoi? C'est de plus en plus présent dans les grandes villes, dans les grandes cités. Vous voyez qu'il y a tellement de lumière que, aujourd'hui, comme j'ai dit, le cycle du sommeil même des populations se trouve perturbé. Parce que tant qu'il y a la lumière, les gens ont tendance à produire de la sérotonine, qui font qu'ils vont vaquer à leurs occupations. Est-ce que vous voyez? Donc, le commun des mortels se trouve perturbé dans la production de... C'est pourquoi même les éclairages publics sont réglementés par des normes. Ok? Il ne faudrait pas que tout soit éclairé d'une certaine manière pour que les gens puissent produire de façon physiologique des hormones pour pouvoir s'endormir. Donc, la pollution lumineuse a beaucoup d'impact dans l'environnement. D'ailleurs, vous savez que, par exemple, les plantes font la germination pendant la nuit. Les plantes font la floraison pendant la nuit. Quand vous plantez un goyavier ou bien un plant de maïs, le maïs va grandir devant vous. Mais le matin, vous vous réveillez, vous trouvez que la plante a germé, c'est sorti du sol. Ce processus ne se passe jamais dans la journée, ça se passe dans la nuit. Les plantes ont besoin de la tombée de la nuit pour germer, pour fleurir. Attention, docteur, vous êtes médecin du travail, vous n'êtes pas forestier. Hein? Oui, d'accord. Tout à fait. Mais pour dire que la lumière a un impact, non seulement, parce qu'on parle de pollution, on est sorti dans le cadre seulement du milieu du travail, mais on parle de la pollution atmosphérique. Donc vous voyez que ça a un impact même sur la production, même agricole. La lumière, le cycle naturel, le Tout-Puissant a fait les choses de telle sorte qu'il y a un temps pour tout. La germination, la floraison des plantes, ça se passe la nuit. Il y a certains animaux qui sont dits nocturnes et ils ont besoin de l'obscurité pour voir. Vous voyez les rats, les gros rats, les rats palmistes par exemple, certains animaux, les hiboux, eux, c'est des animaux nocturnes. La journée, ils s'endorment, ils ont un cycle inversé en fait. Et la nuit, c'est là où ils sortent. Mais quand la ville est polluée de luminosité, vous voyez que certains animaux disparaissent et ils sont perturbés. Les animaux, les oiseaux migrateurs par exemple, ils perdent leur chemin quand il y a la lumière la nuit. Alors que c'est pendant la nuit qu'ils font les migrations. Donc, il y a une pollution pour l'humain, pour, comment on appelle ça, les animaux, pour la faune. Donc, pour l'humain, on en a suffisamment parlé. C'est-à-dire qu'une forte luminosité mal régulée augmente le risque de survenir des cancers. Ça augmente les risques de survenir de la stérilité. Il y a des troubles de la concentration. Donc, c'est pourquoi la luminosité, l'éclairage artificiel et public, même l'éclairage au niveau du milieu du travail, est régulé par un certain nombre de normes qui existent dans le Code du travail et dans certains textes de loi. Mais présentement, on parle des ampoules LED. Quelle est la différence entre ce type d'ampoule et les autres? L'ampoule LED, c'est... plus en plus tendance à aller vers ce type d'ampoule. Effectivement, c'est... Bon, techniquement, on appelle c'est le Light Emitting Diode. L'ampoule LED, c'est de l'anglicisme. Hein. Light Emitting Diode. Donc, en fait, dans le principe de fonctionnement, ça, c'est des ampoules LED. Avant, on avait des ampoules, vous voyez, qui étaient un peu jaunes, là, les ampoules rondes, et il y avait un fer là-dedans. Oui. Ça, c'est les ampoules à filament. Donc, l'influx lumineux passe par un filament pour donner la lumière dans les lampes à filament. Mais dans les lampes LED, l'influx lumineux, la présence de l'influx lumineux permet de faire l'éclairage sans passer par un filament. Donc, le LED est différent parce que le LED, il est moins chauffant. Tu allumes une ampoule LED toute la journée, la salle ne chauffe pratiquement pas. Mais les ampoules à filament d'avant, vous voyez, même pour l'enlever, vous voyez que c'était chaud avant. Quand on te disait de toucher à une ampoule à filament qui était allumée, au bout de 30 minutes, 40 minutes, c'est quasiment intouchable. Parce que la source lumineuse passe par un filament qui chauffe. Alors que le LED,
vous avez une ampoule LED même allumée, vous pouvez le décrocher parce qu'il n'y a pas d'incandescence qui fait que ça chauffe. C'est ça la différence avec D'accord. l'ampoule LED. Ouais. Merci, docteur. Docteur, y a-t-il des innovations récentes dans le domaine de l'éclairage? Il y a des innovations, il y a des innovations. Je parlais tantôt au début de l'émission de ce qu'on appelle l'éclairage cicardien. Ok. L'éclairage cicardien, c'est... Mais d'abord, cicardien, ça veut dire quoi? Oui, c'est ce dont... C'est un autre thème, là. Oui, c'est un Voilà. thème, mais en fait, on l'avait abordé. Le rythme de l'éveil et du sommeil dont on a Oui, parlé. l'hormone de la joie, de la bonne Voilà, humeur. la mélatonine. De la mélatonine, ouais. Voilà. Exact. Lui, il rythme ce qu'on appelle le rythme cicardien. Le rythme cicardien, Ouais. c'est le rythme imposé par la nature, la lumière du jour et la nuit, qui nous permet de nous réveiller le matin quand la lumière apparaît, la lumière du soleil, et de nous endormir quand cette lumière-là disparaît. C'est ce qu'on appelle le rythme cicardien. Donc, on vit au rythme du soleil. Le matin, à l'aurore, dès que le soleil commence à se lever, les êtres humains commencent à se réveiller. Ouais. Les animaux commencent à se réveiller. Les animaux durent. Parce que l'homme est un animal dur. Donc, avec la présence de la lumière, l'homme produit la sérotonine. Ça permet de se réveiller. Ça permet de le rendre dynamique, de le rendre actif et productif. Donc, la sérotonine est en rapport avec le L'activité. rythme circadien, alors? Oui, la Ouais. sérotonine, c'est pour réveiller. C'est pour réveiller. La mélatonine, c'est pour s'endormir. Non. Circadien. Ouais, le rythme circadien, Oui. c'est le rythme du réveil et de l'endormissement. D'accord. Ok. Voilà, mais c'est le mécanisme que j'explique Oui. avec les hormones qui régulent ça, qu'on appelle les neuromodulateurs. La sérotonine, pour permettre à l'homme de se réveiller, de commencer des activités, d'être dynamique. Et ça, c'est avec le lever du soleil. Avec le coucher du soleil, l'organisme se prépare avec la glande pinéale à produire ce qu'on appelle la mélatonine. Là, c'est l'hormone de l'endormissement. Ça permet à l'individu de s'endormir. Et voilà. Donc, le rythme circadien, c'est le rythme à partir duquel l'homme se réveille avec la lumière du jour et s'endort avec la disparition du Avec soleil. une horloge Voilà. naturelle. C'est ça qu'on appelle l'horloge biologique. Ouais. En termes simples, c'est l'horloge biologique. Donc, ceux qui n'arrivent pas à dormir, c'est parce que j'entends parler de mélatonine. Il y a des comprimés même mélatonine. Oui. 10 grammes qu'on donne à certains patients. C'est des compléments alimentaires. C'est des compléments alimentaires. C'est des compléments alimentaires Ouais. parce que la mélatonine, au-delà d'être produite par la glande pinéale chez Donc, l'être on les humain, donne on le donne en complément alimentaire, mais sous réserve de ne pas le donner dans certaines pathologies où ça peut envoyer d'autres problèmes. Mais la mélatonine se trouve à l'état naturel dans certains aliments, hein, le maïs, les noix, la noix de cajou, La mangue, par exemple. la mangue, les tomates. Ça contient beaucoup de mélanine. C'est pourquoi les nutritionnistes, à un certain moment donné, quand on a des troubles du sommeil, si on ne prend pas le complément alimentaire de mélatonine, on te conseille de manger tel type d'aliment qui contient de la mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc, ce n'est pas que ça qui joue un rôle dans l'endormissement. L'endormissement peut être perturbé par d'autres sommeils. La prise de certains excitants, par exemple, bien sûr. du café, du Nescafé, certaines activités, le stress. Il y a d'autres facteurs. Mais la mélatonine, c'est l'un des facteurs clés de l'endormissement. Donc, c'est un peu ça. Il existe sous forme de complément alimentaire, mais il doit être donné, administré sous la supervision d'un médecin parce qu'il y a des contre-indications qui existent. Merci, docteur Davo. C'est des explications vraiment très claires. Je sais que les téléspectateurs vont bien aimer cette émission. Absolument. Docteur Dabo, parlons maintenant des normes ou réglementations encadrant l'éclairage artificiel. Je sais que chez nous ici, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Ouais. Mais est-ce que ça existe déjà à un autre niveau? Absolument. Il existe des normes à titre indicatif. Il existe des normes pour l'éclairage public. Il existe des normes pour l'éclairage dans les milieux de travaux. Par exemple, à titre indicatif, dans un bureau, par exemple, il faut à peu près 300 à 400 lux en moyenne. Il y a des gens qui vont jusqu'à 500 lux. Pour quelqu'un qui doit travailler dans un bureau, il doit écrire, il doit faire un travail de précision de frappe, c'est à peu près 400-500 lux. Mais la norme qui existe, je vais vous donner les références parce que c'est une question de norme. Il y a une norme européenne qu'on appelle, permettez-moi de dire ça aux téléspectateurs parce que c'est quelque chose d'assez précis. Il y a la norme NFEN 124064-1 et la norme ISO 8995 CIE. Et c'est une norme qui existe même dans le Code de travail, par exemple, en France et dans l'Union européenne, mais ça fait jurisprudence chez nous ici pour l'éclairage public. Parce qu'effectivement, dans l'éclairage public, même au Mali, c'est la même norme qui est utilisée pour les éclairages publics, pour limiter les accidents et
pour avoir une bonne luminosité. Donc, à titre indicatif, pour les rues, les routes et les autoroutes, il faut 15 à 50 lux pour illuminer la voie publique. Certes, on a des problèmes d'électricité ici chez nous, mais en général, quand on fait des routes et qu'on met des lampadaires publics, il faut qu'ils soient à 15 à 50 lux. Le lux, c'est l'unité de mesure. L'unité de mesure, exactement. Voilà, c'est l'unité de mesure. Lorsque c'est, par exemple, dans un lieu, un atelier de mécanique, par exemple, fine, il faut 400 lux. Lorsque c'est dans un laboratoire où on fait, par exemple, la confection des téléphones, des appareils électroniques, il faut, par exemple, à peu près 600 lux. Et lorsque c'est dans un stade, la nuit, des matchs de football, pour ceux qui sont férus de matchs de football, de Ligue des Champions dans nos stades, il faut à peu près 1500 lux pour illuminer les stades. Ouais, docteur, ça c'est du soleil. C'est un soleil. C'est comme ça. Mais c'est les normes. C'est pour éviter les risques qui sont liés au problème de vue, au problème de l'accommodation. Parce que l'œil humain aussi s'accommode à la couleur. Et j'aimerais préciser une chose aussi. En matière d'éclairage, il faut prendre en compte plusieurs facteurs, au minimum 4. Il faut prendre en compte ce qu'on appelle l'éclairement d'une ampoule. Quand tu achètes une ampoule ou une source lumineuse, il faut prendre en compte l'éclairement. Il faut prendre en compte la répartition de la luminosité dans la salle. Et il faut prendre en compte du rendu de l'ampoule, de la source lumineuse. Vous voyez qu'on est dans une salle où il y a une source lumineuse qui est de couleur blanchâtre et il y a un autre projecteur qui est de couleur jaunâtre. On prend en compte ces aspects-là pour pouvoir installer une luminosité dans une salle. Et lorsqu'il y a une luminosité dans une salle, par exemple dans cette salle, si on veut savoir si la salle répond aux normes d'un bureau ou bien d'un studio de production, avec un luxomètre, on fait la mesure et on a la quantité nécessaire pour cette salle-là. Normalement, comme j'ai dit, dans un studio de ce genre-là, il faut à peu près 500 lux pour pouvoir bien faire son travail. Merci, docteur. Merci beaucoup. Docteur, un dernier mot pour les téléspectateurs. Oui, un dernier mot pour les téléspectateurs. Ça fait déjà un plaisir de les retrouver et sur votre chaîne Joliba TV News et le magazine Cates Mag, qui est un magazine qui est de plus en plus prisé parce que les gens se rendent compte que le travail doit répondre à certaines normes qui peuvent permettre d'améliorer les conditions des travailleurs, la santé des travailleurs et la productivité pour l'entreprise. Et ce qui est important. Donc, je demande à tous les spectateurs, les téléspectateurs, que ce soit les employeurs, les employés, de prendre en compte tout ce qui est de l'ordre du normatif, pour pouvoir améliorer les conditions des travailleurs. Que ce soit en matière de nuisances sonores, en matière de nuisances lumineuses et d'autres types de nuisances qui existent dans les entreprises, que ce soit biologiques ou tout, de se référer par exemple au Code du travail et des différentes réglementations qui existent pour améliorer, pour normaliser leurs entreprises afin d'améliorer la productivité. Docteur Dabo, parlons de la lumière des téléphones, des ordi. Est-ce qu'il y a un impact? Parce que ça, c'est des... l'homme, aujourd'hui, les hommes sont vraiment en contact avec ces appareils-là. Effectivement. Et de jour au jour, on constate que les enfants commencent à avoir des problèmes de vision. Des petits-enfants qui portent des verres, des lunettes, tu vois, ça fait peur. Et je pense que c'est dû à l'écran. Donc, je veux parler tout simplement de l'écran. Voilà, la lumière de l'écran. Parlez-nous un peu de ça. Absolument. Les téléphones portables, les ordinateurs et d'autres interfaces qui existent, hein, la télé à la maison, contient ce qu'on appelle la lumière bleue. Et cette lumière bleue est d'autant plus polluante que lorsque le temps qui doit être imparti pour être exposé à ces lumières-là sont dépassés. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est tous dépendants du téléphone, on est tous dépendants de l'ordinateur, mais en réalité, il y a un temps moyen pour rester sur ces écrans-là. Comme j'ai dit, la source lumineuse qui est la lumière, qui perturbe la production de mélatonine, elle est la même pour les téléphones, elle est la même pour l'écran de télévision, elle est la même pour l'écran des ordinateurs. Elle produit une lumière bleue. Et cette lumière bleue-là a tendance à garder l'être humain éveillé par blocage de la production de cette même mélatonine. Donc, vous allez voir que de façon générale, aujourd'hui, on aura de plus en plus de gens qui ont des problèmes de vision liés à l'utilisation excessive de ces écrans-là. On aura des gens qui ont des problèmes de sommeil, la perturbation du sommeil, qui est liée au blocage de la production de mélatonine qui est liée à ces écrans bleus-là. Donc, je pense que de plus en plus, on doit avoir une réglementation par rapport à ça. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais déjà, pour le commun des mortels, on doit savoir que, par exemple, même si on travaille sur un ordinateur dans son bureau,
Au bout de 2 heures du temps de présence devant un ordinateur, il faut forcément prendre une pause de 15 minutes. Ça, c'est des mesures assez simples qu'on peut prendre dans son bureau. Vous êtes venu à 8 heures, vous avez ouvert votre écran, vous avez travaillé, il est 10 heures, vous devez faire 15 minutes de déconnexion avec votre écran pour permettre à l'œil de se reposer un peu. Donc, et puis aussi par rapport aux lumières dans la salle, lorsqu'on installe la luminosité dans un bureau, dans une salle, on doit faire en sorte que la lumière ne soit pas dans le champ visuel du travailleur. On a tendance à mettre les ampoules sur les murs et on fait face à l'ampoule. Ça reste dans le champ visuel. Ça favorise ce blocage de mélatonine-là. Les ampoules doivent être au niveau du plafond, en réalité. C'est comme dans cette salle-là. Les ampoules doivent être braquées de haut et pas perpendiculairement au travailleur. Ça doit quitter le champ visuel du travailleur. On doit faire en sorte que aussi les ampoules ne fassent pas face à l'écran de l'ordinateur pour éviter les images réfléchissantes et qui peuvent entraîner des contrastes lumineux et des petits problèmes d'accident sur les... Docteur Dabo, à ce niveau, est-ce que plan de travail. c'est pas important d'impliquer un peu ou de former un peu les architectes, les entrepreneurs qui sont dans le BTP sur ce domaine bien précis? Absolument. Au niveau de la finition des sentiers. Absolument. Absolument. En fait, les architectes doivent être formés, les travailleurs eux-mêmes doivent être formés. Parce que c'est une information. Si tu as l'information que, certes, il y a la sensibilisation aussi. Si tu as l'information qu'au bout de 2 heures du temps d'utilisation d'un écran, il faut faire un break. Si tu as l'information régulièrement, tu es sensibilisé, tu auras tendance à respecter. C'est comme tout ce qui est de l'ordre de l'ergonomie. On te dit, par exemple, si tu fais 2 heures de temps assis sur un poste de travail, il faut te réveiller, faire un break de 10 à 15 minutes en marchant pour éviter les problèmes de circulation sanguine, pour éviter les problèmes de posture, de lombalgie au niveau des deux. C'est des choses qui doivent être faites régulièrement par la sensibilisation. Donc les architectes, la conception des bâtiments doivent répondre à des normes. Si vous donnez la construction de votre bâtiment à une entreprise qui est dans les normes, qui respecte les normes, vous verrez que dans la construction des bâtiments, ils ne vont jamais mettre des ampoules sur le mur, mais au niveau du plafond. Donc, ils doivent être formés. Docteur, et dans mon pays, pensez-vous que les normes sont respectées? Dans une moindre mesure, oui. Comme j'ai dit, quand c'est des entreprises qui sont normalisées. Parce qu'il y a des entreprises nationales, on m'a dit, qui sont normalisées, qui répondent à des normes pour postuler à des marchés internationaux. Donc, ils font que ces gens-là respectent les normes dans la construction. Que ce soit la luminosité, que ce soit l'aération au sein de l'entreprise. Parce qu'il y a les systèmes d'aération aussi. Que ce soit les issues de sécours. Une entreprise qui est normée va le faire, mais pour la construction des maisons de l'individu lambda, je pense que c'est le maçon du quartier qui les fait et je ne crois pas qu'il soit formé à ces normes-là. Mais on doit vulgariser ces normes-là pour le bien-être même des populations et des travailleurs. Merci bien. Donc c'est l'occasion pour lancer un appel aux entreprises qui veulent sponsoriser cette émission. C'est leur émission, c'est leur plateau. Absolument. Donc ils peuvent nous contacter voilà, pour les modalités. Au fin de développer des Catesmag, sincèrement, c'est une émission aujourd'hui qui est suivie. On reçoit des appels, on reçoit des compliments. Je crois que beaucoup de gens arrivent à apprendre, à connaître beaucoup de choses à travers cette émission. Oui, en tout cas, merci pour ta disponibilité. Merci, docteur. Vas-y, partage. J'espère qu'on va se retrouver bientôt pour un autre numéro de Catesmag. Inch'Allah. Après une longue absence. Absolument, Inch'Allah. Merci. Fidèles téléspectateurs de Catesmag, c'est tout pour Catesmag d'aujourd'hui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Catesmag.